Vous écoutez le Libre Journal de la plus grande France, dirigé par Anne-Laure Mahler, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, samedi 24 août 2019 de 18h à 21h et réalisé par Philippe. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Chers auditeurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver en cette fin de vacances scolaires, puisque la rentrée scolaire est déjà, pardonnez-moi chers jeunes élèves qui essayaient de profiter encore des derniers jours de vacances, c'est déjà dans une grosse semaine. J'ai le plaisir ce soir, alors une petite incise. Certains d'entre vous m'ont demandé combien de temps ils devaient patienter avant de recevoir le livre pour lequel ils ont participé, le livre de Sylvain Durin. Il a reçu de nombreuses commandes et donc il est en train, petit à petit, d'écluser la liste des commandes en envoyant remerciements et dédicaces spéciales à toutes les personnes qui l'ont aidé. Donc ça lui prend un peu de temps. Ne vous inquiétez pas, surtout ne recommandez pas le livre, sauf si c'est pour l'offrir, puisque vous allez recevoir votre exemplaire précommandé d'ici quelques semaines. Voilà, pour les derniers. Alors, dans le studio, j'ai le plaisir de recevoir mon complice habituel, Pierre-Yves Rougeron, qui me fait l'immense honneur d'être physiquement présent dans le studio. Bonsoir ma chère. Vous n'aurez pas le bonheur d'entendre la douce voix de sa petite fille qui lui demande de revenir dans les activités familiales le samedi soir. Par contre, au lieu de sa petite fille, il est aujourd'hui accompagné de ses complices ou camarades de combat qui travaillent avec lui au sein du cercle Aristote et j'ai souhaité qu'il pilote cette émission, donc je reste officiellement directrice mais voilà, je sous-traite l'émission à Pierre-Yves de manière à ce qu'il prenne le temps de vous présenter les travaux de ce cercle dont je trouve le combat et les ouvrages publiés tout à fait intéressants. Évidemment, je n'ai pas tout lu, mais ce que j'en perçois est tout à fait passionnant. Pour certains d'entre vous qui sont curieux d'avoir des présentations originales ou qui peuvent un peu détonner par rapport à nos cercles un peu de droite traditionnels, eh bien vous devriez trouver dans les publications du cercle Aristote et des éditions de Perspective Livre, c'est ça Pierre-Yves, Oui. des musiques un petit peu complémentaires ou voire différentes de ce que vous avez l'habitude de voir, de lire. Et donc, Pierre-Yves est accompagné de Sébastien Laperche, qui a participé à son ouvrage « Pourquoi combattre ?», qui est l'ouvrage anniversaire du Cercle Aristote, de Laurent Henningen. Vous me corrigez si je prononce mal votre nom, puisque je vais devoir quand même rappeler régulièrement votre nom, donc il ne faut pas que je me trompe. Henninger. Voilà. Qui est historien, qui lui-même a participé à un certain nombre d'ouvrages de compréhension. Alors vous disiez la guerre et comprendre la guerre. Alors comprendre la guerre, qui était un petit bouquin de poche paru dans la collection Tempus chez Perrin, que j'avais coécrit avec mon collègue de l'époque Thierry Wiedemann. Et j'ai participé aussi à une grosse entreprise il y a déjà 19 ans, qui était le dictionnaire de stratégie, et qui était paru au PUF sous la direction de Thierry de Montbrial et de Jean Klein. Depuis, j'ai écrit beaucoup d'articles dans différentes revues, magazines, etc. Est-ce que les auditeurs... Pourquoi combattre ? Pourquoi combattre, absolument. Si les auditeurs cherchent à vous suivre d'un peu plus près, en dehors des livres, ils peuvent vous trouver sur un blog, un site internet. Le Cercle Aristote publie vos articles. Comment vous procédez ? Non, enfin, il y a le site. J'ai fait plusieurs conférences au Cercle Aristote qu'on peut trouver sur YouTube, assez facilement. Je crois que j'en ai fait 3, il me semble. 3, oui, tout à fait. Sinon, que dire sur Facebook comme beaucoup de gens. D'accord. Bon, il y a les réseaux sociaux. Les auditeurs curieux pourront vous retrouver un peu sur le Cercle Aristote, beaucoup sur les réseaux sociaux. Et par téléphone, tout à l'heure, nous entendrons Clément Nguyen, qui est auteur d'un livre intitulé « Le dragon et l'aigle » et qui parle donc des luttes de pouvoir entre la Chine et les États-Unis en Afrique, si j'ai bien compris. Tout à fait. Le sous-titre est « Lutte d'influence en Afrique subsaharienne ». C'est un
ouvrage qui va paraître dans quelques jours chez un courageux éditeur qui est un éditeur de géopolitique et d'histoire militaire, qui est notre ami Bernard Giovacangeli. Donc c'est Bernard Giovacangeli, éditeur, c'est le nom également du personnage et de sa maison. Alors, le nom étant compliqué, pouvez-vous avoir la gentillesse pour nos auditeurs les plus curieux d'épeler le nom de l'édition? Giovanangeli. Giovannangeli. D'accord. Et en tapant ce nom-là, on tombe sur la maison d'édition. Sur sa maison d'édition, oui, c'est le... Donc, Pierre-Yves, je vous confie le déroulement. Donc, chers auditeurs, vous entendrez la présentation du Cercle Aristote, l'application, en fait, la mise en application des méthodes du Cercle sur cette question des rivalités sino-américaines en Afrique. Et ça, c'est pour la première partie. Et je vous réserve la surprise du thème pour la deuxième partie si Pierre-Yves va avancer selon son plan. Voilà, donc nous aviserons en deuxième partie. Cher Pierre-Yves, à vous, permettez-moi, je serai auditrice, donc j'ai le droit de poser toutes les questions. Vous avez le droit de poser toutes les questions. Très bien, alors nous vous écoutons. Ça reste quand même toujours vous la patronne, très chère. Donc, chers auditeurs, j'aimerais vous proposer le déroulé suivant. Nous allons recevoir Clément donc d'ici une vingtaine de minutes pour parler de cette rivalité sino-américaine en Afrique. L'Afrique, comme vous le savez, est un continent dont nous ne pouvons pas nous désintéresser parce que tout ce qui se fera de bon ou de mauvais aura des incidences directes sur nous par le biais du déferlement migratoire, par le biais des diasporas, par le biais également des incidences de prise de contrôle des grandes nations ou des grandes multinationales sur les viviers énergétiques africains. Je souhaitais qu'on fasse intervenir Clément parce qu'il est exactement le type de jeunes intellectuels que nous avons essayé de détecter et de mettre en avant au cercle, parce que nous allons revenir avec mes camarades, s'ils le veulent bien, sur une partie de notre histoire et sur ce que nous tentons modestement d'apporter au mouvement national. C'est l'une des premières fois en 10 ans d'activité que nous témoignons collectivement de ce que nous avons fait. C'est également dans le cadre de la sortie donc, de cet album des 10 ans, qu'est le Pourquoi combattre, sur lequel nous reviendrons. Et je tiens particulièrement à souligner le rôle de Clément, que c'est lui que vous allez entendre en premier, parce c'est un de nos jeunes géopolitologues parmi les plus brillants. Il est surtout spécialiste de la politique extérieure américaine et de l'Afrique. Il a écrit dans la plupart des numéros de notre revue Perspectives Libres, sur laquelle nous reviendrons, et dirigé le dernier dossier sur les perspectives eurasiennes, sur les dynamiques eurasiennes, pardonnez-moi, qui est un numéro double, qui est le dernier numéro de Perspectives Libres paru. Qui traite notamment des nouvelles routes de la soie. Qui traite notamment des nouvelles routes de la soie, qui est d'ailleurs un sujet tout à fait parallèle à celui de son ouvrage. Car en réalité, le Cercle Aristote est né en réalité d'une interrogation qui fut la mienne quand j'étais jeune militant, vu que, comme certains le savent, j'ai été, dès mes 18 ans, mais en réalité plutôt vers mes 16-17 ans, dans le mouvement souverainiste. J'ai été proche, et je le suis toujours d'ailleurs, de Nicolas Dupont-Aignan, et j'ai été très proche de Paul-Marie Couteau, vu que j'ai fait partie du premier parti qui a voulu la dissolution de l'Union européenne, qui est statutairement le RIF, qui a perdu d'ailleurs un de ses membres historiques, qui était un des grands noms de cette radio, Alain Bornazel, qui est mort il y a quelques semaines de cela, et je crois qu'il y a eu un hommage assez remarqué sur Radio Courtoisie, dont je remercie d'ailleurs les patrons d'émission de l'avoir fait, puisque Alain Bornazel le méritait. Mais je me disais que, venant de mon perche natale, que
qu'une forme assez particulière de patriotisme, voire de nationalisme, le mot ne m'effraie pas aucunement, était en train de renaître dans ma génération, donc moi je suis 86, mais que cette génération était malade de beaucoup de choses. Elle était malade entre autres de l'échec de l'éducation nationale, dont elle n'est pas comptable, dont elle a été victime, de l'effondrement des humanités classiques, mais cette génération allait au moins avoir un avantage sur les 2 générations qui l'ont précédée, c'est de retrouver une sorte de patriotisme tripal qui allait, je le pense, en tout cas, je le pensais, et je pense que ce qui a suivi m'a entre guillemets donné raison, qui allait avoir besoin de nouveaux cadres théoriques, qui devait sublimer cet amour de la patrie dans, disons, des problématiques et des méthodes de combat qui étaient des méthodes actuelles, qui étaient des problématiques actuelles. On ne pouvait pas se gratter les vieilles plaies éternellement, ce que beaucoup de gens d'une certaine gauche républicaine comme d'une certaine droite patriotique adorent faire pour différentes raisons. Et nous avons surtout voulu à la fois faire connaître des gens, ça a été le cas grâce à nos conférences qui ont donné lieu, qui se déroulent toutes les semaines à Paris et d'associations qui sont proches de nous dans au moins 7 villes de province, donc à Lyon, Strasbourg, Nancy, Lille, Montpellier, Bordeaux, Saint-Quentin en Yvelines, et j'espère n'oublier personne. Et on aura certainement d'ouverture d'autres clubs, et Toulouse, pardonnez-moi si j'en ai oublié un, et qui vont et d'autres qui vont ouvrir au fil du temps, et particulièrement cette année. Je dois en faire ouvrir au moins 3 ou 4 cette année. Faire connaître des gens qui méritent d'être connus, de jeunes auteurs particulièrement, ou des auteurs plus confirmés. Ça, nous y reviendrons plus tard dans l'émission. Mais également de détecter de jeunes talents et de pouvoir les mettre en avant avec le maximum de professionnalisme d'une maison d'édition associative et par des professionnels du livre, leur donner leurs premières armes pour qu'ils puissent ensuite publier de manière autonome dans des maisons d'édition à plus grand spectre, disons ça comme ça. Et nous essayons de renouveler les cadres aussi bien physiquement qu'intellectuellement pour, disons, que le combat national s'adapte c'est le terrain qui fait la mission et au nouveau terrain auquel il doit se faire pour qu'on... Alors, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous attaquez directement avant que le pauvre Pierre-Yves ait fini son propos. Donc, je vous lis la remarque, car c'est le bonheur des auditeurs de Radio Courtoisie qu'on dit leurs interventions. En 1965, De Gaulle condamnait l'Union européenne et disait que c'était la mainmise américaine sur l'Europe. Tout à fait. L'euro est une mainmise américaine sur la France. Vous ne laissez pas dérouter dans votre présentation. Peut-être que par contre, vous pouvez expliquer en quoi le cercle Aristote permet justement de nourrir l'armée de résistance. Exemple type, c'est très bien. On va prendre un exemple. La critique de l'Union européenne. Aujourd'hui, la quasi-totalité des analyses nationales repose sur les épaules que maintenant le général Gallois n'est plus, beaucoup de ceux qui furent les adversaires de la construction européenne, et à raison, ne sont plus là, Philippe Séguin et d'autres. Eh bien aujourd'hui, pour moi, qui est un peu le navire amiral de la pensée souverainiste, c'est certainement Jacques Sapir. Le problème, c'est qu'il va falloir que des gens reprennent ces analyses, des gens plus jeunes qui vont continuer le combat après. Moi, je me suis posé la question de l'après. Parce qu'aujourd'hui, regardons les grands intellectuels patriotes tels qu'ils sont. Nous avons la chance, et c'est une chance, ça, nous y reviendrons un peu plus tard, mais le cercle Aristote a quelque chose d'assez unique dans le camp national, c'est que nous avons une grosse activité de traduction. Nous traduisons des auteurs disons,
néo-patriotes ou néo-nationaux de au moins 7 grandes nations, vu que nous traduisons de l'allemand, du polonais, de l'espagnol, du portugais, de l'italien, de l'anglais, du russe. Du chinois, non? Nous avons un traducteur mandarin qui, pour l'instant, est inusité, vu que nous n'avons pas trouvé d'auteur à traduire, vu que c'est un monde universitaire très difficile à pénétrer, la République populaire de Chine. Il y a un vivier d'intelligence en France. Il y en a également en Angleterre, il y en a également en Italie. C'est quasiment tout ce qu'il y a en Europe, il ne faut pas se leurrer. Une association comme la mienne ne pourrait pas vivre, par exemple, dans un pays comme l'Allemagne, parce qu'il n'y a pas assez d'intellectuels en dehors des clous en Allemagne, tout simplement. Même si à Berlin, il y a plusieurs millions d'habitants, peu importe, il n'y a pas la masse critique. Il n'y a pas, en tout cas dans l'Allemagne actuelle, la masse critique. Plus de vivier, en fait. Si vous voulez, il y a très peu de gens qui veulent remettre en cause la marche de leur pays, qui est une marche... pour moi, une marche à la mort pour eux, mais malheureusement, ils entraînent beaucoup de gens avec eux. Mais il y a des tas de pays qui, intellectuellement, se laissent en partie mourir. Je dis bien en partie. Est-ce que la France, on dérive un petit peu, mais pas complètement, chers auditeurs de Radio Courtoisie, suivre les travaux de cercles, de groupes comme le Cercle Aristote est important, puisque ça permet aussi de répondre à cette attitude qui est un peu dans les milieux nationaux, qui est de dire mais on n'a plus rien, tous nos vieux sont en train de mourir, nous n'avons... Si, il y a des combattants, il y a une relève qui est prête. Est-ce que... Et qui est prête au combat, elle n'est pas très nombreuse, mais il y a déjà une relève qui combat. Je sais que ce n'est pas forcément vos thèmes de prédilection, mais je pense que la résistance, la petite agitation qu'il y a pu avoir d'une part lors des manifs pour tous et d'autre part dans les Gilets jaunes montre quand même qu'il y a des gens qui veulent résister. Voilà. Est-ce que, pour essayer de donner une note d'espoir, je sais que vous avez un côté parfois un peu pessimiste, mais donnez-nous de l'espérance. On a en France quand même encore des réseaux d'intellectuels, de résistants. On va être très clair. Nous arrivons avec des intellectuels du cru que j'ai demandé et la plupart des associations qui font ce combat avec nous prennent des intellectuels de leur zone géographique. Donc si vous voulez, il y a des gens à découvrir partout. Il y a en France un véritable problème de culture invisible. Et invisible parce qu'elle a été faite invisible. Ils se sont rendus invisibles. Non. On les a rendus invisibles. Et puis, il n'y a pas de médias. Moi, dans le travail qu'on fait à Radio Courtoisie, il y a aussi cet effort qui est fait et on constate, souvent grâce à nos auditeurs, parce qu'ils nous font parvenir des ouvrages peu connus, on constate qu'il y a tout un réseau de penseurs, de gens tout à fait parfaits, qui ont entre guillemets tous les diplômes qui sont reconnus en France et qui développent une pensée parallèle, mais qui échappe aux combattants, aux résistants. Et c'est l'un des buts que nous nous sommes donnés, c'est ce qu'on appelle en criminologie de la détection précoce, c'est-à-dire de voir les jeunes pousses les plus efficaces et de ne pas les laisser cheminer seuls. Parce que seuls, ils seront isolés avec toutes les pathologies de l'isolement, et ils seront marginalisés d'abord, écrasés ensuite. Malheureusement, il y a toute une mécanique d'élimination par centrifugeuse de la pensée qui se fait jusqu'au sein de l'alma mater aujourd'hui, au sein de l'université, mais qui se fait par l'effondrement du milieu médiatique. Donner un exemple très précis que nos auditeurs ont dû voir. Toute la rentrée littéraire française va se faire sur les aternoiements psychofamiliaux de Monsieur Moix. Non, mais prenez ça. Non mais c'est quelque chose de surréaliste. Si vous voulez, si vous voulez, je croyais que les meilleures foreuses... on avait touché le fond, mais pas encore. Je croyais que technologiquement, les meilleurs en termes de forage de grande profondeur étaient les Australiens, pas du tout. La rentrée littéraire française va y arriver. Donc, Alors, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, qu'on présente le décor de Yann Moix,
Donc c'est sauf erreur de ma part, vous me corrigez, qui opère dans les médias, qui s'est payé le luxe d'insulter Nicolas Dupont-Aignan au moment du décès de sa mère, Oui, qui a sorti un ouvrage où il prétend avoir été maltraité pendant son enfance, parce que, chers auditeurs, aujourd'hui, pour avoir droit aux paillettes des studios, des télévisions, c'est mieux d'être une victime. Il faut être une victime, et si possible... Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et il se trouve que sa famille dément le fait qu'il ait été battu. Par contre, c'était un enfant particulièrement difficile et violent. Il a tenté de défenestrer son frère, ce qui est quand même fort sympathique. Son père a été forcé, effectivement, de s'interposer et de sanctionner physiquement. Voilà. Sachant que... ça sera la rentrée littéraire du mois de septembre, au pays de Baudelaire. Tout un pays qui a été une grande nation littéraire est capable de suivre comme un feuilleton les délires de quelqu'un dont nous avons des raisons tout à fait légitimes de penser que, vu que certains passages de sa vie ça a déjà été démontré, ont été réécrits, je ne serais pas surpris que tout ceci soit bidon. mais à la rigueur, qu'un mythomane fasse un bouquin de mythomanie, si vous voulez, c'est pas anormal. Il y en a partout. Qu'une grande nation littéraire qui a encore, quoi qu'on en pense, des gens comme Andrei Makin, qui a encore des gens comme Pierre-Marie, qui a sorti un très bel ouvrage chez Pierre-Guillaume Deroux, qui a encore des critiques comme Juan Asensio, qu'un pays comme celui-là se permette le luxe de pleurer pendant 15 jours sur ça est un signe de décadence intellectuelle et spirituelle qui est absolument, si vous voulez, absolument lamentable. Sauf que, si je puis me permettre, lorsque nous sommes en famille, et les vacances d'été le montrent, sauf à traîner sur les réseaux sociaux, personne n'est au courant de cette affaire-là. Donc, est-ce que vous ne réduisez pas la France à un microcosme parisien de personnes qui ont effectivement des faiblesses, à mon avis, personnelles ou intellectuelles? Soyons clairs. Le grand problème, c'est que tant qu'on ne combat pas, le seul bruit qui ressort du pays, c'est le bruit des gens qui l'occupent. D'accord ? Donc, une très belle phrase de la résistance française, c'était résister, c'est créer, créer, c'est résister. Or, ce que nous faisons, c'est d'aider de jeunes gens dans le domaine de l'étude, parce que c'est notre spécialité. Mais bientôt, nous allons devoir le faire, à mon avis, dans des matières plus artistiques, même si c'est plus loin de notre cœur de métier. Tant que nous n'aurons pas une nouvelle génération à opposer à ça, la seule chose qui sera visible de l'extérieur, parce qu'on peut toujours être dans l'optique, notre cœur et notre fort intérieur nous appartient. Tant que les GAFA n'ont pas pris le pouvoir, ce sera le cas. Très bien. La seule chose, c'est que malheureusement, si nous n'opposons rien au vent de pourriture qui est en train de tomber sur la France, eh bien à la fin, jusque dans notre intimité, si vous voulez, il ne faut pas attendre d'être replié dans ce que Christopher Lage, grand auteur populiste, appelait le dernier refuge, c'est-à-dire par exemple ce qui était pour lui la famille, mais ce qui pour d'autres est l'intimité personnelle. Je ne crois pas que d'un point de vue stratégique, attendre d'être assiégé dans son fort intérieur soit une stratégie gagnante. C'est le terrain qui détermine la mission et c'est l'attaquant qui détermine le terrain. Il n'y a de terrain que là où on occupe. Or, nous avons pris le pari d'opposer une contre-intelligentsia à l'intelligentsia, disons, dominante et médiatique actuelle, et de faire grandir en réseau, puisque le pouvoir actuel est réticulaire, le pouvoir actuel est liquide, pour reprendre une expression qui est du sociologue Zygmunt Bauman. Le pouvoir actuel se fait par les réseaux et nous essayons de donner cette culture hors de réseau à une jeunesse nationale qui ne doit pas faire ce que ses aînés ont fait, c'est-à-dire en manquer cruellement,
ce qui est l'une des sources, à mon sens, d'une large partie de nos échecs. Bien, donc parmi les auteurs que vous avez l'intention de présenter un peu plus cette année, vous avez déjà une liste à communiquer aux auditeurs de Radio Courtoisie ? Alors, en dehors de Clément Nguyen. Alors, en plus, l'un de nos grands événements de cette année, c'est la sortie du premier ouvrage de Clément. Nous allons pour les premières conférences, nous reprenons le 9 septembre, donc au François Copé, un boulevard du Montparnasse à 20h. Donc ceux qui veulent suivre ça peuvent le suivre par le site cerclearistote.com, le Twitter du Cercle Aristote, mon Twitter personnel et mes réseaux sociaux personnels, suffit de taper mon nom, Pierre-Yves Rougeron. Et nous rentrons le 9 avec Clément Nguyen. Nous aurons également ce mois-ci, donc c'est tous les lundis à 20h, une conférence sur la fracture esthétique, donc, qui est la conférence qui suit, par un autre jeune de talent, Alexandre Landre. Nous aurons également là un auteur confirmé, qui est d'ailleurs, quand il est en France, un habitué de saison, notre camarade René Cagna, spécialiste de l'Asie centrale, qui lui sera sur djihad et contre-djihad en Asie centrale. Et nous terminerons le mois par une conférence sur l'intelligence artificielle, qui s'appellera « Que reste-t-il d'humain dans l'intelligence artificielle ?» C'est tout notre mois de septembre. Au mois d'octobre, nous aurons je vous donne juste un seul élément, nous faisons 2 colloques annuels, un vers octobre-novembre, un vers juin, et là nous aurons le colloque d'octobre qui portera sur l'entreprise et l'industrie, facteurs de puissance et de décadence.